Salam alaikum. Alors dans cette vidéo, nous allons faire un bilan sur l'architecture réseau de poste à poste, celle qu'on a développée dans les différentes vidéos jusque là. Alors nous allons voir en particulier donc les avantages et les inconvénients de cette architecture. Alors les avantages ne sont pas vraiment très nombreux. Donc nous constatons que l'architecture poste à poste elle est simple à configurer. Donc il n'est pas nécessaire de disposer d'un administrateur ou d'une grande technicité pour la configurer. C'est une architecture la moins coûteuse à mettre en place, donc nous n'avons pas besoin ni d'administrateur ni de machines sophistiquées pour la mettre en place. Donc il suffit de partager des dossiers, de créer des utilisateurs, etc. Donc il est vraiment très pratique pour les petites entreprises ou petits réseaux plutôt, donc de quelques dizaines, pas plus de 10 PC. Et donc c'est une architecture aussi qui dépanne des fois pour partager par exemple une imprimante ou un dossier à la va-vite. Donc elle dépanne, on peut la configurer facilement et partager, éviter l'utilisation des supports amovibles, etc. Donc tout de même elle a des inconvénients. Elle n'est pas évolutive, c'est-à-dire que si le poste à poste marche bien pour par exemple 5, 6 jusqu'à 10 PC, mais si le réseau augmente, donc on a plus de PC, elle devient vraiment pénible à maintenir et à gérer. La sécurité est très peu présente. Nous avons vu que dans le cas de l'architecture poste à poste, le fait de partager un dossier sur une machine, cette machine pour qu'il soit pas accessible, ce dossier pour qu'il soit accessible par les autres machines, on doit créer les mêmes utilisateurs. Donc, le fait qu'il est partagé, n'importe qui travaille sur un poste, il peut accéder au dossier, ou encore les dossiers ne sont pas sécurisés localement, etc. Donc, elle n'est pas pratique pour des grands réseaux, on vient de le dire. Donc, plus de 15 postes, elle devient pénible à maintenir et à configurer. Alors pour les données éparpillées, donc elles concernent, on veut dire par là, le stockage des données. Donc dans une architecture poste à poste, puisque les dossiers sont éparpillés un peu sur les PC, donc il fallait passer d'un PC à un autre pour pouvoir partager, plutôt pour pouvoir sauvegarder les données. Donc ce qui n'est pas très facile, et des fois on tombe sur des dossiers ou des fichiers qui ne sont pas à jour, etc. Alors, donc l'architecture poste à poste, telle qu'on l'a définie, donc on a dit que c'est les dossiers, donc ils sont n'importe quel PC, donc il est administrateur de ses ressources, c'est-à-dire qu'il peut lui-même décider de partager ou de partager ses dossiers. Alors, pour remédier à cette architecture, bien sûr, dans les grandes entreprises, on n'utilise pas généralement le poste à poste, mais on va utiliser une architecture plus évoluée, c'est l'architecture client-serveur. Alors, dans le cas de l'architecture client-serveur, donc si on revient un peu au schéma du poste à poste, donc on a dit que les ressources réseau, elles sont partagées par les postes eux-mêmes. Alors dans le cas de client-serveur, donc une machine qu'on appelle généralement le serveur, stocke et centralise les ressources disponibles pour les utilisateurs. Alors dans le cas de l'architecture client-serveur, toutes les ressources, elles seront centralisées sur un serveur. Donc c'est sur un ou plusieurs serveurs. Donc par exemple, on va avoir sur ce schéma-là, donc on va avoir un serveur ou encore deux. Donc on peut avoir plusieurs serveurs. L'essentiel que toutes les ressources seront centralisées. Donc toutes les ressources partagées sur le réseau seront centralisées au niveau du serveur. Donc l'imprimante, voilà, donc je supprime ça. Voilà.
Alors tout sera donc ici centralisé au niveau de du serveur, d'une machine ou plusieurs machines. L'essentiel que toutes les ressources seront centralisées, y compris les informations des utilisateurs, etc. Donc dans ce cas, donc cette machine qui est le serveur gère les droits d'accès des utilisateurs aux ressources. Donc, je vais prendre une photo, plutôt une prise d'écran. Voilà. Donc, les ressources seront donc sur ces machines là. Donc tout sera, donc les ressources seront centralisées et les droits d'accès des utilisateurs à des ressources sont centralisés. Donc les utilisateurs, pour qu'ils puissent donc maintenant utiliser les ressources centralisées sur le serveur, ils vont donc s'authentifier ou encore l'utiliser à partir de leur PC. Par exemple, donc cet utilisateur, on va voir que il se connecte sur ce PC ou encore il va se connecter sur ce PC, il va toujours donc accéder aux mêmes ressources avec les mêmes autorisations. Alors, donc, dans le cas de Windows, on utilise la notion de domaine. Cette notion, elle utilise le modèle client-serveur pour contrôler l'accès au réseau. Donc, où la sécurité sur chaque ordinateur ou appareil est contrôlée par une base de données centralisée sur un contrôleur de domaine. C'est ce qu'on va développer. Donc tout au long du cours prochain, donc y compris dans le module administration des services réseau. Donc on va créer un domaine Windows, qui va gérer donc les ressources du réseau. Donc c'est l'architecture qui est utilisée dans les entreprises. Donc elle a beaucoup d'avantages. Alors, donc l'accès aux ressources partagées et centralisées et les autorisations accordées à un seul utilisateur ou à des groupes utilisateurs. Donc, pour accorder des autorisations, etc., on travaille sur un serveur, donc dans un endroit, dans un emplacement centralisé, un seul endroit. Donc, c'est à partir de cet endroit qu'on va créer les utilisateurs, qu'on va les partager, etc. Alors, dans ce cas, puisque tout est centralisé, donc les problèmes sur le réseau peuvent être surveillés, diagnostiqués et souvent résolus à partir d'un seul emplacement. Alors, les réseaux client-serveur sont plus évolutifs que les réseaux poste à poste. Autrement dit, il est plus facile d'ajouter des ordinateurs et d'autres appareils au réseau client-serveur. Donc, on peut rajouter autant d'utilisateurs qu'on veut. Il suffit donc de les insérer dans la base de données, de les créer dans un seul emplacement. Donc on voit bien que elle est plus adaptée aux entreprises, aux grandes entreprises. Donc plus de 15 utilisateurs. On conseille donc d'utiliser l'architecture client-serveur. En plus de ça, par exemple, contrairement à poste à poste en ce qui concerne les données, donc pour le stockage des données, là, les données, elles sont centralisées sur un serveur. Donc, le stockage, il est très, très facile. Donc, il se fait dans un seul emplacement. On est sûr qu'on va sauvegarder des dossiers ou des données qui sont à jour, etc. Alors, donc, oui, l'architecture client-serveur, elle est là des avantages. Je ne vais pas dire qu'elle a des inconvénients, parce que la plupart on dit donc il y a avantages et inconvénients. Moi, je dirais elle a des contraintes. C'est pas des inconvénients, mais plutôt c'est des contraintes. Alors, les serveurs sont des machines puissantes qui nécessitent donc plus de mémoire, de puissance, des traitements et de capacité de stockage. Donc là, on veut faire une architecture, on opte pour une architecture client-serveur dans une entreprise. Certainement, donc nous devons avoir des serveurs qui sont puissants. Tout est centralisé sur une machine, Donc nécessairement, donc on va avoir, donc il faut une machine qui a plus de mémoire, plus de puissance de traitement
Et s'il s'agit par exemple d'un serveur pour stocker des données, etc., plus de capacité de stockage. Voilà donc la première contrainte, avoir des serveurs, des machines qui sont puissantes. Alors, étant donné aussi que donc, les serveurs, donc, ils vont sauvegarder ou plutôt disposer de toutes les informations du ressource de réseau, donc certainement c'est le maillon faible si le serveur ne doit pas s'arrêter, ne doit pas tomber en panne. Là aussi, c'est une contrainte. Donc, on doit s'assurer que le serveur va fonctionner 24 sur 24 et tout le temps. Pour cela, donc, il faut qu'il dispose donc d'un système de tolérance de panne. Par exemple, donc, le système RAID. Le système RAID, c'est une configuration de disque dur, de sorte que si un disque dur tombe en panne, un autre lecteur prend automatiquement le relais. Donc, dans ce cas, même si le serveur il tombe en panne, donc il y a un autre disque qui prend le relais. Donc, on a le système RAID, on a les serveurs de secours, etc. Donc là, c'est la deuxième contrainte. Donc, il faut qu'il y ait un système de tolérance de panne. La troisième contrainte, c'est que cette architecture nécessite un administrateur réseau, bien sûr. Donc, il faut qu'il y ait un administrateur qui va gérer le réseau, qui sera là pour configurer les permissions, configurer tout ce qui est rôle de serveur, etc. et résoudre les problèmes, les pannes, etc. Donc, cet administrateur, donc, il faut qu'il ait une formation dans l'administration des réseaux. Voilà, contrairement à poste, par exemple, donc vous voyez, on a vu que c'est très facile, même si ce n'est pas un informaticien, on peut lui expliquer la manière dont on partage un dossier, donc même un non-informaticien, donc il peut bien la partager. Mais par contre, l'administration d'un réseau, donc il faut vraiment une technicité, on va voir que ce n'est pas c'est pas donné à n'importe qui de faire l'administration d'un réseau. Voilà donc pour ce qui concerne l'architecture client-serveur. Et d'ailleurs, c'est donc ce qui est prévu dans le programme. Donc, la gestion des réseaux en poste à poste, donc c'est la gestion plutôt des comptes utilisateurs et des permissions en poste à poste. Et en deuxième volet, c'est la gestion des comptes utilisateurs et des permissions dans le cadre de l'architecture client-serveur. Donc, les systèmes d'exploitation sur lesquels on va travailler, c'est les systèmes d'exploitation réseau. Donc, en l'occurrence, c'est le système d'exploitation Windows. Les systèmes d'exploitation réseau de Windows sont Windows 2012 Server, Windows 2016, l'édition 2019-2022. Donc, nous allons, pour le cas des comptes et permissions, travailler sur 2012 ou 2016 ou 2019 ou 2022, c'est exactement la même chose. Donc, si vous avez un serveur 2012 où vous avez déjà, donc vous avez l'image ISO 2012 ou encore une machine 2012, c'est exactement, c'est ce qu'on va faire exactement sur 2019. Donc, il n'y a pas une grande différence. En tout cas, dans la gestion des utilisateurs et des comptes et permissions. Alors, ce n'est pas le seul système d'exploitation serveur qui existe, on le sait bien. Donc, on a aussi dans la famille Linux, il y a des systèmes d'exploitation réseau, système d'exploitation pour réseau. On a Red Hat, Ubuntu Server, Debian, Slackware, etc. Alors, donc, nous allons travailler sur Microsoft Windows. Donc, on va voir après l'édition qu'on va, ou plutôt la version qu'on va choisir. Alors, donc, voilà, nous allons, dans les prochaines vidéos, donc, continuer à commencer à gérer les comptes clients sur client-serveur, puis les permissions dans l'architecture client-serveur. Donc, merci pour votre attention. Au revoir.